Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue à une autre prescription avec Dr Fred Lambert. Et aujourd'hui, j'ai mon acolyte, ma plus jeune fille Clarence, qui est avec moi. Comment vas-tu, Clarence? Bien. Oui? Et comment était la fin de semaine? Bien. Qu'est-ce qu'on a fait de plaisant? On est allé au cinéma. On est allé voir quoi encore? Mario Bros. Mario Bros. Est-ce que c'était bon? Est-ce que tu as aimé le film? Oui. Oui, quand même. Chouette. Et quoi d'autre? On est allé manger à Pacini. On est allé manger chez Pacini, en effet. Et aussi, on a découvert le Café Chat. Le Café Chaleureux, un endroit avec plein de chats dans lesquels on peut prendre un petit goûter, flatter des chats. Et dans mon cas, être extrêmement allergique, avoir les yeux gonflés. Mais toi, ça t'a pas dérangé, tu étais heureuse comme tout. Merci beaucoup pour cette introduction, Clarence. Aujourd'hui, j'ai une invitée que j'aime énormément. On a parlé de photographie, de cinéma, d'art visuel, mais aussi d'un paquet de sujets vraiment, vraiment plaisants. Alors, la voici, l'artiste Jennifer Alleyne. Artiste multidisciplinaire, photographe et cinéaste, Jennifer Alleyne poursuit dans sa démarche une archéologie de l'intime. Elle a recours à l'autofiction pour ausculter l'origine, l'héritage, les traces de la perte. Son processus créatif est déclencheur de la rencontre de soi et de l'autre. Pour son baptême cinématographique, elle participe en 1991 à l'émission La course Destination Monde à Radio-Canada. Elle tourne 28 courts-métrages en solo sur les 5 continents, d'où se dégage humanisme et sensibilité artistique, qualité que l'on retrouve ensuite dans ses fictions. Cosmos, primé à Cannes en 1997, et Svanok, meilleur court-métrage au rendez-vous du cinéma québécois en 2006. L'Atelier de mon père, son premier long-métrage, a remporté en 2008 le prix de la meilleure œuvre canadienne au 26e Festival international du film de l'art de Montréal, ainsi qu'un prix Gémeaux. En 2018, elle réalise et produit Impetus, un long-métrage qui invite la fiction à dialoguer avec le cinéma vérité, mettant en vedette Emmanuel Schwartz et Pascal Bussière. L'originalité et la beauté de cette œuvre de cinéma vérité sont saluées par la critique et le public. Son œuvre multidisciplinaire et protéiforme est lauréate de nombreux prix, dont le prix Création 2019 décerné par l'Observatoire du cinéma québécois, pour sa contribution exceptionnelle à la cinématographie québécoise. En pleine pandémie, elle réalise avec le comédien Henri Chassé 2 films de confinement, La sieste et Le réveil. Son projet d'art visuel Catalogue des traces, créé au Symposium d'art contemporain de Baie-Saint-Paul en 2021, abordait le thème du déracinement, thématique qu'elle élabore dans son prochain long-métrage. Voici ma conversation avec Jennifer Alleyne. C'est bon? Fantastique. Fait que tu fais de la radio direct de même. c'est rendu capoté quand même. Moi j'en rêvais depuis tellement longtemps là, de ça. Ouais. Juste parce que, tu sais, il y a tout le concept de dans la vie, il faut que. En tout cas, dans le show que je voulais faire, je me suis dit, est-ce que je l'écouterais? Moi, il faut que je fasse un show que je voudrais écouter. Ah ben moi, c'est pareil. Tu sais, même chose avec un film que tu fais. Moi, je me dis, je veux faire le film que j'ai pas encore vu. Exactement. Sinon, à quoi ça sert réellement? Ça sert pas à grand-chose. Bon là, je suis un amateur des longues formes. Je peux écouter... J'ai écouté des trucs dans la vie. J'ai déjà écouté des podcasts qui duraient 6 heures. Là, puis c'est pas difficile, au contraire. Moi, je trouve qu'il y a une intimité
extraordinaire qui se fait avec les gens qui parlent, mais aussi avec le pas de pression. Oui, et puis moi, j'avais vu une pièce de théâtre aussi à Avignon à un moment donné, d'Ariane Mouchkine. Ça durait 6 heures. Il y avait, 2 breaks, des lunchs. Puis là, t'entres dans un état, où t'es plus du tout là, à attendre que ça bouge, etc. Tu t'es juste dans un état de réception. Là. Écoute, moi, je trouve ça le fun qu'on se parle. On se connaît un peu d'ici et là. On s'est croisés souvent. Je connais ton chum. Puis on s'est connus. Je pense que la première fois que je t'ai rencontré, c'était aux Impatients. Aux Impatients. Ouais. Puis c'est là qu'on s'était rencontrés lors de la soirée de l'Encan. Et là, avant de parler de ce que tu as fait, ton cheminement, tout ça, on va aller un peu à l'envers, si tu veux bien, parce que là, tu t'apprêtes à faire un film. Puis ça, je trouve ça intéressant, parce que d'habitude, les gens viennent ici, puis le film est fait, puis là, ils expliquent un peu qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais parlons de toute l'excitation qui vient avec ça, parce que là, le tournage commence quand? Ben, en fait, je suis en amont, je suis vraiment en gestation, ou en tout cas, disons qu'il vient d'y avoir 2-3 ans de gestation intense grâce à la COVID. Pour moi, ça a été très productif, en fait. Ça a été comme une longue nuit. Ouais, moi, j'écris la nuit. J'aime beaucoup travailler la nuit. Quand enfin tout se calme et que l'agitation du monde s'apaise, là, tout d'un coup, je me dis, enfin, là, je ne rate plus rien. Et là, je peux écrire et réfléchir et tout ça. Et donc, au tout début du confinement, ça a été comme... c'est une longue nuit infinie, tu sais. Fait que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé les premiers mois. Après ça, les gens m'ont un peu manqué, c'est sûr. Mais donc, j'ai écrit des scénarios, j'ai fait de la photo, j'ai fait beaucoup de gestes solitaires, parce que, évidemment. Mais là, effectivement, on arrive à l'étape où tout ça ressort un peu à la lumière. Puis, je suis en amont, donc, de réaliser un nouveau long-métrage. Ben oui. Et là, ces jours-ci, en fait, j'organise un premier micro-tournage parce que dans le film, il y a un film. Okay. Il y a un film polonais. Et donc, je m'apprête à tourner les quelques petites scènes du film polonais, ici en Estrie, dans la forêt. Mais donc là, je suis à la fois en train de préparer le gros tournage qui va être en automne 23. OK, automne 23, c'est là que ça part. C'est là que ça part, mais encore là, le cinéma, c'est tellement incertain. Tu sais, là, j'ai eu la SODEC, qui est un très gros financement. Oui. Pour moi, c'est la première fois que je suis financée comme productrice aussi de long-métrage fiction, ce qui est un gros pas, là, j'entre dans un gros ring. Tu sais, avant, j'ai produit des documentaires, des choses comme ça. Puis Impétus, je l'ai fait, mon film précédent, avec très peu de sous. Les Conseils des arts, c'était vraiment un film artisanal complètement. Mais là, c'est un peu plus gros comme budget, c'est pas mal plus conséquent. Et donc, mais je continue à vouloir le faire de façon extrêmement indépendante, extrêmement artisanale, j'aime vraiment le mot, parce que avec une toute petite équipe, que ça reste très souple. Et là, je suis vraiment en train de réfléchir, en fait, à l'approche cinématographique pour voir comment je vais pouvoir préserver cette souplesse-là. Mais à quelques mois, là, parce qu'on est à quoi? À 6 mois de tournage? Ouais. Non, bon. À 6 mois de tournage, le scénario est fait, le scénario, il bouge plus. Il est là. Je t'arrête parce qu'il... moi, j'espère qu'il peut bouger, OK. Oui, vraiment. C'est-à-dire, c'est vrai que là, le canevas est arrêté, puis tout ça, puis on a une histoire, puis on est financé sur cette histoire-là. Mais j'ai bien... c'est ça mon triomphe pour moi avec ce projet-là, c'est que j'ai réussi à mettre sur papier vraiment cette approche un peu hybride où je navigue entre le réel et la fiction et où je veux que le réel rentre dans la fiction. Des fois, il y a des moments dans mon film, dans celui que je m'apprête à faire, où le personnage principal, c'est justement un animateur de radio, d'une radio communautaire, qui va être incarné par Emmanuel Schwartz. Donc, je reprends le même personnage que dans Impétus, en fait. OK. Il m'avait abandonné dans le film Impétus et je l'avais comme remplacé par Pascal Bussière pour la deuxième moitié du film. Et là, dans le film, il partait tourner un film justement en Pologne. Et là, moi, je le reprends au moment où il revient. OK. Et je fais comme une sorte de suite. Et là... Mais le film n'est pas une suite nécessairement à ça. Non, c'est juste une petite parenthèse. C'est comme une petite inside. Les gens qui auront vu Impétus avant, ils pourront voir, ça va nourrir, ça va un petit peu enrichir leur vision du prochain film. Exact. Mais c'est tout à fait indépendant et le film est tout à fait autonome. Mais j'aime bien faire interagir un acteur
dans une scène de fiction avec des non-acteurs, des gens de la rue, des gens... Et pour que là, tout d'un coup, il y a de l'imprévu qui vient se glisser, puis tout d'un coup, j'ose espérer devant la caméra quelque chose d'absolument vrai, Oui. quelque chose de tout à fait imprévisible. Et puis ça a toujours été ça, mon grand kick, au fond. Et c'est pour ça que je fais aussi beaucoup la caméra de mes films, plus en documentaire qu'en fiction. Mais là, tu vas la faire aussi. Non, là, c'est ça. J'ai un directeur photo, mais qui sait que je vais faire une grande partie de la caméra B, qu'on appelle, OK. où là, tout d'un coup, c'est peut-être sans toute la grosse équipe, sans les acteurs, mais c'est d'aller chercher, glaner des images, dans ce cas-ci, de la ville, aller nourrir un peu d'images plus impressionnistes, un peu plus poétiques. Parce que c'est mon grand plaisir, en fait. C'est là que je me sens vivante, c'est quand je suis derrière une caméra et que je suis en train d'essayer de cadrer la vie, d'essayer de la saisir, tu sais. Wow! Et c'est qui ton directeur photo? C'est Étienne Boilard. OK. Et c'est un gars avec qui donc, j'ai déjà amorcé sur Impetus. Mais sur Impetus, j'ai fait 80% de la photo. Ah, OK. Puis c'était par moments vraiment très, très, très intimiste, là, comme la scène finale avec Pascal Bussière dans le taxi à New York. C'est une scène qu'on a tournée, on était 4. Je veux dire, il y avait moi, le preneur de son, Pascal et le chauffeur. Et on a roulé dans New York pendant 35 minutes. Et il y avait vraiment une sorte de jeu de cinéma-vérité qui s'est produit entre Pascal et le chauffeur. Et ça arrive peut-être une fois dans la vie d'une cinéaste, là, mais c'est vraiment comme si... Ouais, le moment, il est apparu. Là. Il est apparu. Et on a une espèce de bénédiction. Là. Tu fais, ah, OK, j'ai attrapé Exactement. la bonne chose au bon moment. Tu sais, le chauffeur de taxi, je lui avais donné quelques consignes. J'en avais donné à Pascal aussi en disant, bon, ben, toi, tu vas essayer d'aller vers ça. Puis lui, je disais, est-ce que vous pouvez lui poser ces 2 questions-là? Elle ne savait pas ce qu'elle allait donc avoir comme question. Et finalement, c'était un chauffeur tellement incroyable. Elle lui demande qui sont vos meilleurs amis. Une question comme ça. Et là, il dit, des amis, tu sais, I don't have friends. My wife always say I have no friends. But my friends are the books I read. Like right now is Balzac. Balzac is my best friend. Et que là, je suis comme, oh my God, c'est un dialogue que j'aurais jamais pu écrire, tu sais. Ah oui. C'était tellement beau. Fait que là, ça a lancé toute une... Mais souvent, hein, c'est ça qui est drôle, c'est que la réalité ou la pseudo-réalité souvent dépasse la fiction, tu sais. Ouais. C'est ça qui est fascinant. Puis de prendre des risques comme ça, filmer, d'avoir une espèce d'espace un peu improvisé. Sûrement que tu dois le faire souvent dans tes scènes où est-ce que tu lâches lousse l'acteur, où il y a un contrôle aussi, je présume. Il y a un peu de tout ça. Là, mais c'est un jeu. C'est un jeu. C'est complètement ludique. Ouais. C'est ça que j'essaie, en tout cas, que ça soit. Puis ça prend des comédiens qui sont ouverts à ça, puis qui osent aussi se lancer dans le risque. Avec Emmanuel Schwartz, je pense que t'es bien équipé en tant que comédien qui se donne au projet. Qui d'autre qui est dans le projet? Ben, en fait, c'est vraiment lui. Pour le moment, on est en train de confirmer d'autres gens, mais c'est un film qui tourne énormément autour de lui. C'est vraiment un film à un personnage. Et puis les autres, il y a beaucoup de nouveaux arrivants, en fait. C'est un film sur le déracinement. Et, donc, peux-tu dire le titre? C'est tout de suite pour que les gens... Ben oui, ça va s'appeler Kairos. Et est-ce que tu sais ce que c'est, le Kairos? Non, mais je t'écoute. Kairos, c'est le nom d'un dieu grec qui est le dieu du temps opportun. OK. Tu sais, quand on dit il y a un moment pour faire une chose, avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Il y a l'instant T, là, le moment où il faut saisir. Et le petit dieu Kairos, c'était un dieu avec une très longue chevelure parce qu'il passe dans le ciel et on peut l'attraper. Et il faut le saisir quand il passe. Sans ça, on rate la chose. Et donc, le Kairos, dans le cas de mon film, c'est le moment où tout d'un coup, c'est des points de bascule dans la vie qu'il faut saisir, ou qu'on saisit ou pas. Mm-hmm. Et dans notre vie, on en échappe plein. Une tonne. Puis des fois, on a la chance d'en attraper un. Et donc, ça peut aussi être le temps du récit. Tu sais, moi, comme là, j'ai plusieurs nouveaux arrivants qui vont parler, en fait, de leur parcours. Puis je trouve ça très beau. Je pense que c'est Marguerite Duras qui avait dit ça. Elle dit, il y a vraiment un temps du récit. Quand tu reviens d'un voyage, la première personne à qui tu vas le raconter,
ça va être extraordinaire. C'est la 6e personne, déjà, tu vas faire des raccourcis, il n'y aura plus exactement. Et là, il y a ça que je voudrais essayer de capter, justement, ces moments de récit réels. C'est pour ça que je dis que le réel va s'infiltrer. Lui, Emmanuel, il est un animateur radio et il une ligne ouverte nocturne. Il reçoit ces confidences-là dans la nuit. Tu sais. Et donc, c'est pour ça que moi, je veux qu'il y ait un mélange de récits qui vont peut-être être faits par des comédiens, mais il y en aura aussi qui seront que j'ai captés en recherche, que je veux prendre exactement comme ils ont été dits. Kairos, est-ce que le titre est venu après l'idée de l'histoire ou c'est plus tes parties comment t'écris? En fait, moi, c'est ça que je suis curieux. Est-ce que tu fais des lectures, tu fais des trucs, tu jammes des idées, tu as des bouts de papier qui traînent dans un tiroir? Ah oui, j'ai des milliers de carnets. Je veux dire, j'ai une mécanique de carnet infernale parce que j'ai des carnets, tu sais, comme celui-ci, c'est un carnet de la semaine, là, ou de tous les jours. Puis j'ai des carnets, à un moment donné, quand je sens que j'ai trop de pages sur un même projet, je me dis que lui, il mérite son carnet. J'ouvre un nouveau carnet pour un nouveau projet. Mais je prends beaucoup, beaucoup de notes. C'est un peu maladif. Peut-être parce que je fais beaucoup de choses. Puis en dehors de tout ça, je gère aussi beaucoup de choses. C'est la succession des œuvres de mon père. Je dis, c'est comme une vie en soi. C'est incroyable. Donc, à un moment donné, j'ai besoin de carnet pour un moment donné, je me dis, OK, je me remets dans ça. Qu'est-ce que j'avais noté? Mais pour Kairos, en fait, ça dépend vraiment des projets. Il y en a qui viennent d'une intuition très, très... qui murmure, là, tu sais, puis il faut que je tende l'oreille, puis je me dis, il y a quelque chose là. Je suis extrêmement intuitive, comme dans mon processus créatif. Puis c'est compliqué en cinéma parce qu'il faut tout prévoir à l'avance puis dire à une équipe ce qu'on veut, alors que des fois, j'ai juste envie de suivre un nuage. C'est ça, non, je comprends. Fait que c'est un peu difficile de réintégrer la poésie. Ça va être combien de temps de tournage, ça? Ben, ça va être officiellement peut-être 27 jours. Mm-hmm. Mais moi, je sais que je vais en faire plein de mon côté avec ma caméra. Ouais, tu vas partir de ton bord. Je vais en faire plein. Impétus, ça a été 5 ans de tournage, de production, avec des interruptions très longues. Mais là, pour Kairos, je te dirais que la genèse de ça... Mais 5 ans, est-ce que les institutions étaient comme tannées puis disaient « faut que tu sortes ton film » et de faire le même, ou est-ce qu'on pas juste les institutions. Là. À un moment donné, j'ai rappelé Emmanuel Schwartz justement pour faire un plan. J'avais besoin d'une petite chose, tu sais, puis là, il me dit « t'es encore là-dessus? » Puis là, je fais comme « oui, mais ça va se finir. » Lui, il pensait même pas que je le finirais, le film. Ben non, je pense qu'il se disait « elle est là, elle tourne, elle. » Puis ça évoluait tellement, mais je dois dire que les deux Conseils des arts qui ont été mes partenaires pour ce film-là, qui est un film qui a commencé comme une fiction, qui s'est transformé en documentaire, qui est redevenu une fiction en montage, etc., ben je leur écrivais, puis ils étaient très ouverts au processus. Je dois dire, tu sais, ils me disaient, c'est encore le même film que tu veux faire? Je dis oui, c'est juste que la forme évolue. Puis ils ont accepté que je sois poreuse, là, si on veut. Ça a été vraiment béni. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est un film que j'ai pas voulu financer aux institutions, justement parce que je me disais, j'aimerais ça le faire là, comme un enfant qui prend une feuille de papier. Si c'est pas bien, je le froisse, puis je le jette, puis on passe à la route. Puis c'est tout. Puis finalement, j'ai quand même aussi beaucoup refouillé dans ma corbeille de papier, puis j'ai ressorti des choses, puis j'ai finalement bricolé, puis construit avec plein de fragments que j'ai tournés sur 5 ans. Mais ça a été une liberté extraordinaire. Ouais. C'est tellement comme à l'opposé de ce que tu as fait à la course Destination Monde. Tellement. Tu sais, c'est le jeu. Moi, tu sais, en passant, que je me souviens de toi à la course. C'est vrai? Ouais, j'avais 11 ans, je pense. Moi, j'écoutais ça avec mon père. C'était les dimanches. C'était-tu dimanche? C'était le dimanche, puis moi, c'était le lundi. Non, nous, c'était le dimanche soir encore, ouais. Ouais, OK, c'est ça. C'est ça, il me semble. C'était le dimanche, puis à un moment donné, ça a bougé dans le grille horaire, en tout cas. Ouais, ils ont perdu beaucoup de gens quand ils l'ont switché. Ouais, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. C'était très bizarre. Mais c'était cool, ça. Mais ça, c'est... Tu sais, je me souviens encore quand je l'écoutais... Puis que je comprenais le trait. En fait, c'est drôle parce que la course Destination Monde, c'était le jour que j'ai appris à lire des sous-titres. Ah oui? Parce que je savais pas c'était quoi avant. C'est vrai, on avait des sous-titres. Il y avait des sous-titres. Moi, je savais pas c'était quoi un sous-titre. Je me souviens encore le feeling d'être assis devant la télé en bois, là, qu'on avait là. Puis de voir, faire l'effort de garder... Entendre, garder une vision large, lire... Parce que ça dépend des fois. Là. Il n'y avait pas tout le temps de sous-titres, mais ça dépend des destinations avec qui vous étiez en...
Puis ça m'avait fasciné ben raide. Puis je me souviens quand dans les cours de récré, on parlait de ça, puis les gens disaient « Ah, moi, je peux pas écouter ça, je peux pas lire la télé en écoutant la télé. » Ah oui, hein? C'est la première fois qu'on me parle de ça, mais je trouve ça fascinant parce que pour toi, c'était presque une porte de dire « Ah, j'ai accès à une langue comme le thaïlandais ou tout ça que j'aurais jamais entendu. Il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien. Tu savais pas comment ça sonnait, tu savais pas qu'est-ce qui se faisait. Bon, j'ai découvert un paquet d'affaires avec la course. Ouais. Parallèlement aussi, par contre, nous, à Joliette, on avait le ciné-répertoire. Je sais pas si tu connais. Tu es déjà allé, pour représenter, je pense, ton film. À Joliette? Oui, à Joliette. C'est un club. Oui, il me semble que je suis allée une sûrement, fois, les lundis soirs. Ouais. Où là, c'était tous des films. Tu as jeté un abonnement, puis c'était plein. La salle était pleine. Ouais. Tous les lundis, puis c'était toujours des films qui venaient d'ailleurs ou des films québécois. Et avec sous-titres. Il y a beaucoup de films avec des sous-titres. Puis là, déjà, je m'étais fait l'œil, mais je me souviens de toi. Je m'en souviens encore de cette époque-là. Mais c'est ça que je dis, c'est que c'était l'espèce de rapidité dans laquelle vous deviez exécuter. C'était complètement débile, en plus avec les technologies de l'époque. Oui. Là, maintenant, dire qu'on prend 5 ans pour patenter, fabriquer son film d'une autre façon, c'est vraiment... Oui, puis en fait, c'est ça. Moi, c'est vraiment mon rythme. Moi, ça me convenait complètement, la course. La course, là, de capter, saisir, faire passer ça par mon filtre d'émotion et tout ça, puis redonner l'immédiateté du geste, là, puis pouvoir être tout de suite dans l'échange. J'aurais fait la course toute ma vie, je pense. Bien évidemment, ça aurait été complexe avec un enfant et tout, mais ça me convenait parfaitement. C'était bien. J'étais bien, j'adore être dans l'action, puis à tous les niveaux. Tu sais, t'avais toutes les neurones qui explosaient en même temps parce que t'es en même temps ton guide touristique. Faut que tu trouves le bateau, d'où il part, à quel port. Faut que tu bookes un espèce d'hôtel. Faut que tu trouves un guide parce que tu parles pas indonésien. Faut que tu sais... Et tu fais tout ça simultanément, tout en regardant, tout en disant « Ah, mais il y a ça dans ce pays-là qui est tellement singulier, je voudrais essayer de rendre ça palpable. » Mais ça, je trouvais ça cool, justement, quand les réalisateurs, réalisatrices essayaient, il y avait comme un objectif, puis ils l'expliquent au début du film, puis finalement, ils s'y rendent pas. Non, c'est ça. Puis il y a une autre histoire qui découle, je me souviens, je pense que c'était Antoine Laprise. C'est ça son nom de Québec? Mm-hmm. Lui, là, il en avait frappé des murs, mais ça faisait toujours des bonnes histoires. Toujours des bonnes histoires. Ben, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, Impetus, il est très proche de la course. Moi, j'ai voulu me redonner des conditions à peu près identiques. Je tourne. Et tu sais, j'ai lancé ça de façon très spontanée, ce film-là, puis je l'ai écrit et tourné en même temps. C'était comme de la cinécriture, là, tu sais, c'est Agnès Varda qui fait beaucoup ça. La cinécriture. Hein? Ouais. J'aime le mot. Et donc, mais durant la course, effectivement, il y avait beaucoup on intégrait beaucoup les hasards, tu sais, puis le détour, la parenthèse, c'est ça qui tout d'un coup devenait, le sujet, on n'avait pas prévu ça, mais finalement, tu rencontres sur le coin de la rue un monsieur, puis tu te dis, ben finalement, c'est lui, mon film, cette semaine. C'est pas du tout d'aller traiter le grand... Mais ton prochain film risque d'aller aussi baigner un peu dans ces eaux-là, finalement. Ouais, c'est un peu un retour sur le regard vers l'autre, en fait. C'est vraiment ça. On dirait que tout mon chemin, je navigue entre vraiment tourner vers l'intérieur, tu sais, comme dans l'exposition Suspension que tu as vue. Oui. Là, c'était vraiment une archéologie intime, tu sais, de mes profondeurs. Puis, mais mon regard à l'autre, en fait, c'est ce que ça a été pour moi tellement un catalyseur extraordinaire, la course, justement, de me propulser dans des rencontres où j'avais plus aucun repère. Tu sais, je me disais, OK, je sais pas comment ça fonctionne, ce rapport humain-là avec quelqu'un qui a une culture totalement différente de la mienne. Finalement, pour me rendre compte qu'on est quand même très similaires. Ben oui. Mais après ça fait 30 ans de ça maintenant. Et ça passe. Ça passe vite. Mais là, j'avais envie, justement, de me remettre en contact avec l'autre, puis d'aller voir, tu sais, si mon regard est rouillé ou comment est-ce que maintenant j'appréhende la différence, l'autre, parce qu'on parle beaucoup d'accueil aussi, tu sais, le monde va changer, les populations bougent, je veux dire, tu sais, les migrants, ils quittent parce qu'ils peuvent absolument plus vivre où ils sont, puis tout ça, ça me bouleverse, tu sais, beaucoup, et je me dis, c'est beaucoup de gens
qui n'ont pas choisi de partir. Ils auraient préféré rester chez eux, là. Ah oui. Puis, tu sais, nous, on les voit. Puis comment est-ce qu'on peut accueillir ça? Quelqu'un qui va faire plein d'efforts pour s'installer ici, tu sais, dans le froid et tout. C'est complètement... Dans le froid, souvent, c'est vraiment autre chose. Et je me dis, ben j'ai envie de les écouter. Donc, dans ce film-là, il y a beaucoup d'écoute. Puis j'ai envie de... C'est ça, de moi réfléchir à... C'est quoi ce vivre ensemble aussi? Tu sais, comment est-ce qu'on va définir ça? Parce que dans les 20 prochaines années, ça va bouger beaucoup. Ouais, là, on le voit, là, c'est à nos portes, tu sais, tous les problèmes qu'on a avec le chemin Roxham. On en parle beaucoup, oui. Tu sais, ça rentre, puis il faut vraiment qu'on arrête de voir ça comme presque comme de l'immigration. Il faut qu'on voit ça comme la mutation de notre territoire aussi, puis de la population, mais c'est complexe. C'est là. Très complexe. Ah ouais, c'est fou. Puis ça brasse en ce moment à tous les jours là-dessus. Je veux dire, on en lit beaucoup. Ouais. Je voudrais parler du film Cosmos. Ah ouais. Que j'avais vu au cinéma quand c'était sorti. Encore une fois, cinéma Joliette, petite soirée où est-ce qu'on... Et t'étais pas là. Il y avait une réalisatrice qui était là. Manon Briand ou Marie-Julie Dallaire? Manon Briand, qui était venue présenter. C'était vraiment chouette, ce petit film-là. C'était cool. Ça, je me souviens que c'était, pour moi qui était à Joliette, résident encore à Joliette, je n'avais pas encore déménagé à Montréal. C'était ce Montréal-là, je me disais, OK, ça, j'ai hâte de l'expérimenter. J'ai hâte de le voir, ce Montréal-là. Je le connais pas. Je le connaissais pas. Ça, c'était parti comment, ce projet-là, encore? Ça, c'est vraiment Roger Frappier, le producteur. C'est une idée qui est jaillie de lui. Puis au départ, en fait, il voulait faire un film collectif. En fait, lui, il venait de faire beaucoup de films qui avaient extrêmement bien marché avec Denis Arcand, Léa Poul, etc. Puis il avait envie de se tourner vers les jeunes, de dire, OK, qu'est-ce qu'ils auraient à dire, les jeunes? C'est qui les jeunes cinéastes? Puis il a isolé trois hommes, 3 jeunes hommes, Denis Villeneuve, André Turpin, puis Arto Paragamian. Et c'est sa fille qui était très jeune et qui est aujourd'hui productrice, Félise Frappier, qui lui a dit, mais papa, pourquoi tu prends pas de filles? Pourquoi tu prends juste 3 gars? Puis il a fait, t'as raison. Et moi, c'est vraiment un concours de circonstances. Je connaissais André Turpin, puis je venais de revenir de la course. André, là, juste pour me souvenir, c'est le premier film au début, je pense. C'est ça? Ah, mon Dieu! C'est pas le gars qui suit dans le métro quelqu'un? Non, ça, c'est Marie-Julie. André, c'est avec les sourds. Puis c'est Marie-France Lambert puis Alexis Martin dans une chambre d'hôtel. Oui, qui est très drôle. Qui veut lui montrer ses seins. Ah bon, c'est drôle, ça. Mais le premier, celui de Marie-Julie, je le trouvais terrifiant, ça. Puis il ouvrait avec ça. Je me suis encore dit, OK, c'est quoi qui va se passer? Ah oui, c'était comme un suspense. Ça donnait... Ah oui, c'était pas pire, ça. Mais Roger, il y avait donc après ça, André m'avait dit, tu devrais aller porter ta cassette à Roger Frappier. Moi, je le connaissais pas. J'étais hyper intimidée. Puis c'est drôle parce que j'avais 2 affaires là sur ma cassette. J'avais un petit court-métrage de fiction, puis j'avais mis le dernier film de la course, qui est mon film sur des centenaires qui vivaient en Équateur. C'est un film sur la mort, en fait. C'est un film où moi, je me questionne à 20 ans, puis je dis, mais comment est-ce qu'on peut se préparer à mourir? Puis j'ai dit, moi, je viens de faire le tour du monde et je vois des gens qui sont jamais sortis d'un village en montagne. Comment est-ce que eux et nous, et moi, comment est-ce qu'on peut se préparer à mourir? Et c'était vraiment deep comme dernier film. Cette fatalité. Oui, c'est ça. Oh, ouais. Et là, Roger avait visionné ça et il m'avait dit, tu as réussi à m'amener dans une émotion très forte en 4 minutes. Même si c'est un documentaire, tu sais, je dis go, viens-t'en dans le projet. Puis il a réuni aussi Marie-Julie, donc Dallaire, puis Manon Briand. Puis ça a été fabuleux parce que c'est vraiment une chance incroyable, ce film. On l'a écrit ensemble, les 6, donc avec Denis Villeneuve et... Ça, c'est ça, je m'étais posé comme question. Je m'étais dit, tout le monde a fait, je pensais que tout le monde a fait de son bord un peu. Tout le monde a fait son sketch, mais une fois par semaine, on avait une longue réunion, une matinée complète, avec aussi un script doctor,
qui était Yvon Rivard, un merveilleux auteur et essayiste. Et lui, il essayait, tu sais, de faire en sorte qu'il y ait un équilibre puis qu'il y ait une courbe de long métrage, que ça soit pas juste 6 courts-métrages, mais que ça soit vraiment un long. Et avec un personnage, et ça, le personnage qui est le liant, c'est le chauffeur de taxi. Oui, bien sûr. Et ça, c'est Roger qui avait dit, on pourrait faire un film, un chauffeur de taxi qui ramasse des gens. Le comédien Igor. Igor Ovaldis. Igor, exactement. Qui était professeur au conservatoire, si je me souviens. Oui, qu'il est toujours. Il est toujours, ah oui. Oui, 30 ans plus tard. Mais ben ça aussi, c'est ça. C'est un film que ça fait plus de 20 ans. C'est fou, hein? Et puis, on a tourné comme un long métrage sur 30 jours. On avait chacun nos 5-6 jours de tournage. Puis André Turpin était le directeur photo de tout le monde. Mais voyons, OK. Et c'était les équipes. En fait, l'équipe changeait pas, c'était juste les réals qui changeaient. Un peu comme sur des téléséries aujourd'hui. Mais nous, tu sais, moi, c'était comme un plateau de... Je veux dire, moi, j'étais toute jeune, puis j'arrivais, puis les techniciens avaient 20 ans d'expérience, ou, tu sais, les machinaux. C'est intimidant un peu aussi. Moi, oui, ma première nuit de tournage, je suis arrivée, j'avais une amygdalite, j'avais 2 feux sauvages. Je veux dire, j'étais tellement paniquée que j'avais pas de voix. Et, Action! Oui, c'est ça, exactement. Mais finalement, ça a été tellement formateur à tous les niveaux, tu sais. Juste les rencontres hebdomadaires avec les 5 autres, où on repartait ensuite écrire chacun de notre côté. Puis on s'est vraiment tenus, puis le film a eu une super vie. T'es allé à Cannes. C'est ça, il a gagné à Cannes à la quinzaine. Non, c'est super, ça. C'est vraiment... Parlons un peu de ton hyperactivité qui mérite une attention quand c'est même. Vrai. Vraiment. Ouais. Écoute, moi, ça me fait rire parce que tu le sais, je fais un paquet d'affaires. Ben oui, je pars dans tous les sens. Mes étudiants à l'université m'ont souvent... Ils me disent tout, tu sais, tu devrais aller faire le test, savoir si t'es TDAH ou si t'es... je pense que tu fais de l'hyperactivité, tout ça. Puis j'étais comme, je pourrais le faire, mais ça m'intéresse pas vraiment de savoir parce que j'ai comme trouvé ma balance puis ça fonctionne. Probablement que toi aussi, tu es un peu dans cette gang-là d'hyperactivité. Je suis vraiment membre fondatrice, je pense. Parce que... Puis c'est drôle parce que c'est pas comme ça que je me qualifierais. Tu sais, je me sens plutôt calme. Je suis comme quelqu'un... Mais c'est vrai que tout le monde, en fait, depuis quelque temps, me dit, mais attends, mais comment tu fais? T'sais? Moi, c'est 2 mots à dire quand en pensant à toi, c'est vraiment... optimiste, émotive, honnêtement. C'est ça qui vient en tête. Optimiste, émotive, j'adore ça. Oui, parce que t'es tout le temps... T'es toujours on sur les projets. Je rebondis. Tu rebondis, tu regardes plein de trucs, t'es quand même à l'affût, tout ça, puis tu pratiques plusieurs arts. Parce que oui, on a beaucoup parlé de cinéma en ce moment. Maintenant, on peut peut-être se tourner un petit peu vers l'art visuel. Ben en fait, oui, il y a une sorte d'équilibre. Je cherche l'équilibre dans ma vie tout le temps. Tu sais, j'ai un enfant, ça a été majeur pour moi d'éduquer, d'accompagner mon enfant. Il a 19 ans aujourd'hui. Et puis c'est vraiment ça qui est la chose qui m'a quelque part apaisée, calmée. Je me suis dit, OK, je suis une maman fourmi, j'ai mon bébé fourmi. C'est ça ma mission, tu sais, sur la Terre, ça va être quand même ça. Et ça a libéré complètement les vannes de la création. C'est comme si avant d'avoir mon enfant, je l'ai eu à 34 ans, donc j'ai quand même attendu pas mal, mais avant, tu sais, je me dis, je vais me définir parce que je fais mon premier film, mon premier long métrage, puis etc., puis etc. Puis finalement, c'était lent quand même comme parcours, sauf des choses précoces comme la course, puis Cosmos et tout ça, mais après ça piétinait un peu. Puis là, finalement, je me suis dit, ben là, ma belle, si tu veux un enfant, il faut que tu le fasses, par exemple. Ça, tu pourras pas attendre 15 ans. Donc là, finalement, j'ai eu la chance de faire cet enfant, mon fils Mathis. Puis là, après ça, c'est comme si j'ai fait, OK, ben là, t'as plus rien à perdre. Vas-y, lance-toi. Et là, j'ai fait, tu sais, le film L'Atelier de mon père, puis j'ai fait, après ça, plusieurs films sur l'art, puis je suis allée au bout de mes curiosités, puis c'était plus du tout dans une optique de, tu sais, comment je vais m'inscrire dans le cinéma, c'est quoi ma veine ou mon truc. Le côté, je dirais, carriériste était plus vraiment en avant, c'était plus d'être sincère, d'aller faire les choses. Exactement. Un parcours, tu sais, un parcours qui allait s'inventer au fur et à mesure, au gré de ma curiosité, puis de mes... Effectivement. Est-ce que c'est un parcours qu'en arrière-plan, tu penses à ton fils? Que c'est comme un leg, un peu? Ah, ça, j'ai jamais pensé comme ça.
Par contre, c'est vrai que dès que j'ai eu mon fils, je me suis dit, OK, il faut que je sois une personne digne. C'est-à-dire que je me disais, je deviens une sorte de, pas de modèle, hein, pas du tout vers la perfection, aucunement, même plutôt vers l'imperfection, pour se déstresser et se dire que, en fait, c'est très beau, l'imperfection, c'est la vie. Puis j'avais vraiment, par contre, envie de lui dire, t'auras eu une chose, t'auras eu une mère qui aura fait ce qu'elle aime, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle aura essayé. Elle n'aura pas forcément tout réussi, mais elle aura essayé. Et c'est ça le legs que je peux lui laisser, de dire, écoute, ose, vas-y, attends pas, on est là pour 3 secondes sur la Terre. Je veux dire, ça va finir. Donc là, maintenant, je suis contente d'avoir cette espèce de recul où je me dis, bon, et puis aussi, c'est long, hein, travailler tous les projets, c'est beaucoup plus long qu'on pense au départ. Fait que c'est beaucoup d'investissement. Donc, si je suis pas viscéralement motivée par la chose, puis en même temps, je te dirais que j'ai fait des choses qui étaient pour d'autres raisons. Tu sais, j'ai fait une télésérie en anglais sur des meurtres et des crimes avec beaucoup d'hémoglobine, puis c'était extraordinaire. Mais j'y trouvais mon plaisir. Tu sais, ça veut pas dire qu'il faut toujours que ça soit... tu sais, archi, songer, intello, etc. C'est pas ça. Mais quoique là, plus j'avance, plus j'ai envie de faire des choses qui ont du sens, tu sais, pour moi, qui vont me faire découvrir des choses aussi. C'est toujours un peu une énigme. Tu me disais, c'est quoi la genèse, comment j'écris, mais je tombe sur une sorte de question ou d'énigme et je me dis, je pense que je pourrais creuser ça pendant un certain temps. Puis la forme va jaillir, tu sais. Est-ce que ça va être un film? Est-ce que ça va être une installation ou une série photographique? Là, ce que je trouve très apaisant dans tout ce tourbillon fou, c'est que le cinéma, c'est de l'incertitude permanente. Tu sais pas si tu vas pouvoir financer ton film, tu sais pas quand tu vas pouvoir le tourner, tu sais pas quand tu vas pouvoir le sortir. Ça dépend des sélections en festival, de tout ça. Et donc, tu n'es jamais assis sur une date. Mais c'était incertain avant et c'est encore plus incertain maintenant. Ouais. Plus que jamais. Là. Ah oui, là, c'est vraiment... tu sais, c'est un grand chaos, là, où tout doit se redéfinir. Après la pandémie, après, je t'entendais parler, à un moment donné, avec Alexandre Tarou, tu sais, des habitudes qui ont complètement changé. Tu sais, les gens se sont équipés, effectivement. Moi, je crois qu'à un moment donné, on va quand même saturer des écrans, puis on va vouloir retourner au cinéma, puis avoir une expérience collective. Là, j'ai espoir un peu de ça. Ça va dépendre des... Ça dépend des jeunes, ça dépend d'un paquet d'affaires. Tu sais, moi, j'amène mes filles au cinéma une fois semaine, mais tu sais, je veux dire, c'est une habitude. Il faut aimer les lieux. Faut y être exposé. Faut déjà éduquer, faut vivre cette expérience-là. Mais tu sais, j'en parlais même avec ma fille de 8 ans. Tu sais, je dis, toi, c'est quoi que t'aimes du cinéma? Elle dit, moi, j'aime ça, le grand écran. Tu sais. Elle dit, j'aime ça parce que je vois des détails, c'est plus gros que moi, tu sais. Puis c'est pas un détail, c'est quand même assez... c'est ça le trip, c'est de se noyer, là. C'est tu te noies dans une histoire dans laquelle tu possèdes plus rien pendant un certain temps, tu sais. Moi, c'est ça qui me charmait quand... C'est un temps, tu sais, que tu prends... Moi, je vais beaucoup... Là, on a recommencé, on va au cinéma avec, justement, mon fils, puis... la marche pour aller au cinéma, c'est un beau moment. Cette marche-là, elle est parfaite. Il y a la marche d'avant, d'aller au film et du retour, qui est fantastique. Qui est extraordinaire. Parce que la première, c'est on parle un peu, Là, tu rentres, tu regardes les affiches des prochains films. Ça pourrait être cool une prochaine fois, Le film finit, puis là, on parle. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a senti, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé. C'est fantastique. Ben oui. Et ça, quand on est chez nous, tu sais, moi, ça m'est arrivé de regarder des films avec lui à la maison. Dès que le film finit, il part dans sa chambre sur son ordi. Moi, je m'en vais à la... Tu sais, si j'ai le malheur d'aller à la toilette, c'est fini. Ah oui. Tu sais, là, il est parti, puis on n'aura pas cette conversation-là. Oui, parce que... Ben oui, c'est ça. Parce que... puis souvent, la conversation, s'il y en a une, ça va... c'était pas pire, hein? C'est ça. Fin de l'histoire. Exactement. c'est pas plus de détails, pas plus de... j'ai aimé ça, toi? Moyen. OK. Ouais. Fin. Mais la marche oblige à une réflexion. C'est vrai. Oui. Ah ouais, tout à fait. Et puis... C'est fou quand même. Mais c'est ça. Écoute, on va espérer. Moi, c'est sûr que j'observe. Hein? Je vais au cinéma puis je vois... Le constat est quand même que c'est pas très rempli. Mais il y a des tentatives. Les gens essaient des trucs. Tu sais, le cinéma moderne... ça, c'est presque toujours plein. Un beau petit cinéma qui est proche du quartier. Là, ils ont commencé même des projections pour enfants les samedis, dimanches matin. Ça pogne au bout.
Il y a des petites salles. Apparemment, au métro Jean Talon, il y aurait aussi une petite salle qui est ouverte. Oui, cinéma public. C'est ça, cinéma public que je connais Casa pas. d'Italia. Ouais. Ben, c'est des choses qui commencent un peu à brasser de cette façon-là, je pense. Oui. Puis c'est pas de mauvaise chose. Pour recréer des espèces de rendez-vous, peut-être un peu à l'aveugle aussi. Je pense qu'éventuellement, tu peux quasiment aller au cinéma moderne sans savoir ce que tu vas voir. Ouais. C'est tellement sélectionné, choisi, avec attention par des programmateurs que tu dis, bon, OK, je vais y aller. J'ai envie d'aller au cinéma, je vais aller voir. Puis on verra ce qui se passe. Mais pour revenir à ton truc des arts visuels, en fait, c'est vraiment venu d'une nécessité de pouvoir créer. Parce que, comme je te disais, je suis dans l'incertitude complète avec les films. Donc, tu lances des perches et puis tu sais pas si ça va être financé. Puis là, une exposition ou en tout cas un projet d'art visuel, il y a aussi des demandes de bourse, puis etc., des demandes, des appels à projets pour exposer dans des lieux. C'est toujours ça le problème, c'est présenter le travail. Mais une fois que tu as une date, bien là, moi, je trouve ça fabuleux parce que mon cerveau s'enligne puis il se dit, OK, en janvier 24... j'ai ça. Donc, moi, je fonctionne beaucoup en parallèle, tu sais, c'est tout été vase communicant. Donc, j'ai fait comme un gros cycle de travail sur la perte qui a inclus Impétus, puis toutes les œuvres de la truc suspension. Là, j'embarque plus sur le thème du déracinement, mais la prochaine exposition, c'est aussi autour de ça. Donc, souvent, je me dis, ça pourrait se mettre en forme à travers une installation. Et donc, j'avance, puis toutes mes lectures. Okay. Je fais beaucoup de lectures, oui, comme tu disais. Oui, la lecture, c'est quand même important, je peux dire. C'est majeur. Bien, majeur. Je vais être franche avec toi. Pendant la pandémie, là, la lecture est revenue complètement dans ma vie. Okay. Puis maintenant, c'est redevenu une activité à temps plein, je dirais. C'est-à-dire que je suis capable de me dire, je bloque un temps, j'ai envie de lire exactement comme si j'allais au cinéma 2 heures, tu sais. OK, je m'installe. Ouais, puis je plonge. Puis je fais des soirées. Avant, je reléguais la lecture à 2 minutes avant de me coucher. Ouais, c'est le dernier truc. Ouais. Puis là, maintenant, je me disais, non, demain matin, de 7 à 8 ou de 8 à 9, avant de partir la journée, je lis. Et ça change tout. Ça change toute la journée. Ça active les neurones, ça m'apaise, ça me nourrit beaucoup aussi. Moi, toi, c'est ça que... Ça, faut que je travaille là-dessus. Faut que je lise. Je dois travailler la lecture. Je lis pas assez. Ben moi, je lisais plus du tout. Moi, je lisais pas. Depuis 30 ans, sérieux, je lisais quelques livres de temps en temps. Mais nécessaire. Ou des choses juste reliées au travail. Mais là, faut dire aussi que on a des échanges très, très nourris avec mon chum, Henri. Ben oui, mais là, avec Henri Chassé qui est venu ici à l'émission, qui d'ailleurs, lui, est dans un processus d'écriture. Ouais. Et ça fait justement des échanges et des fois demander qu'est-ce que tu penses de tel texte, tel truc. Oui, puis on lit beaucoup tous les deux. Donc on se parle des livres qu'on lit, ça nous donne envie de lire l'autre, etc. Puis on parle aussi beaucoup de musique. Donc c'est très nourrissant. C'est vraiment c'est béni, tu sais, de pouvoir comme ça échanger puis se donner des petites étincelles, là, tu sais, qui vont peut-être donner lieu à... Tu sais, moi, il y a des disques qui ont vraiment donné lieu à tout un film sur une pièce de musique. Tout d'un coup, je sais pas d'où ça surgit, mais là, c'était ça. Je vois le film qui arrive, puis je me dis, OK, là, il faut que je prenne 6 mois pour l'écrire. Mais tu sais, tu viens d'avoir une sorte de jaillissement, là, d'apparition. Et puis j'ai heureusement la musique pour me la restimuler et comment on pourrait dire? La réactiver, tu sais. Et il y a des disques comme ça qui... Ah oui, mais ça, c'est ça la belle chose de la musique, hein? Ça peut... Une pièce, dès le début, quelques notes, puis des fois, ça peut nous amener un paquet d'idées. C'est fou. C'est vraiment... Moi aussi, ça me fait encore ça. Étrangement, même si je suis musicien, puis des fois, on peut penser on devient un peu insensible à notre propre art, mais moi, non, ça me surprend encore. Ah oui, j'espère. Mais toi, en plus, vous êtes des défricheurs de partitions, un peu obscures, des fois. Vous faites jaillir des choses, là. Oui, puis ça fait bouger, justement, des émotions en nous aussi, là. On découvre des ondes qu'on connaissait pas encore. Ça, c'est un peu le grand plaisir de faire de la musique contemporaine, c'est justement de
donner une chance, tu sais. On donne une chance à quelqu'un qui a imaginé du son d'une drôle de façon. Puis tu fais, bon, on va voir qu'est-ce que ça fait. Bon, on l'essaie. Puis des fois, la première tentative, moyen, deuxième, puis là, rendu à 5 fois, on commence à l'avoir, à y ajouter de la souplesse. Puis là, tout d'un coup, là, je comprends où est-ce qu'on s'en va. Puis là, c'est le fun. T'sais. Ah oui, c'est c'est vraiment... ça. Ouais, parce que là, souvent, mais avec de la musique actuelle ou moderne, vous pouvez avoir accès aux compositeurs? Oui, bien souvent, oui, quand ils sont vivants, puis souvent, quand ils écrivent pour nous, c'est encore mieux. Comme en ce moment, on fait ça. On travaille avec Brian Cherney, un compositeur montréalais. Puis, écoute, c'est super le fun. Il écrit pour nous la pièce. Bon, il connaît les musiciens, il sait qu'est-ce qu'il fait. Il a tout écrit à la main. Ça lui a pris 7 mois. C'est hallucinant. Pas aucun logiciel. Vraiment, il a tout écrit à la main. Bon, tu vois que il me montrait ses carnets d'écriture. Vraiment, tout est pensé, tout est méticuleux. C'est vraiment impressionnant. Là. C'est vraiment impressionnant. Bon, tu sais, il y a des belles rencontres. Là. Des belles rencontres. Puis... Mais attends, il y a un gros sujet que je veux parler avec toi. Et, mais je pense que c'est peut-être pas un si gros sujet que ça, parce que je vois que, tu sais, c'est ça, le film L'Atelier de mon père, que je n'ai pas vu. Lui, je l'ai pas vu. J'ai vu pas mal d'affaires, mais pas ça. Puis ça faisait quelques fois que je voulais t'en parler, parce que, puis je me suis dit, tu dois te faire poser des questions souvent, mais tu sais, moi, la relation avec ton père, ça m'intrigue un peu quand même. C'est quelque chose qu'on peut jaser? Oui, ben oui. Parce que, tu sais, moi, j'ai découvert ton père, justement, à l'université, qui était mentionné dans des livres, tout ça. Il y a eu l'expo au MAC. Oui, la rétrospective. Que j'étais allé avec mes enfants. Ah oui. Ouais, je les avais amenés, puis tu sais, c'était une expo, le fun, colorée. Ludique, oui. Ludique au bout, là. Ça allait dans tous les sens. Et, ouais, c'était parce que t'es artiste, tu touches à tout, tu fais de l'art visuel, tu sais. T'as le feu, t'adores ce que tu fais. Ouais. Je me dis, ça devait être une bonne relation avec ton père. Ah, mon Dieu, sur ce Ou plan-là... peut-être que je me trompe. Ben, il y a eu un affranchissement nécessaire parce que c'était... Attends, on va nommer ton père. On va nommer ton père. Edmund Aline. Tu sais, Edmund Aline, c'est un artiste qui est très, très polymorphe. Ouais. Donc, ça, comme inspiration de... Vas-y, explore, tu sais, et donne-toi la liberté de te renouveler, de te réinventer continuellement. Puis pour ceux qui ne le connaissent pas, allez regarder, vous allez voir, ça va quand même dans tous les sens, tu sais, dans différentes périodes. Il y a cette période de travail vraiment très, très distincte. C'est presque schizophrénique, là. On pourrait se dire que c'est 7 artistes différents. Ah non, mais vraiment, tu sais. Puis moi, j'adore, dans chaque période, des super belles affaires, mais c'est vraiment varié. C'est tellement varié que moi, c'est ça qui me fascinait, tu sais, parce qu'il était quand même un peu de l'époque... de la gang du refus global. Ben, il est un peu plus jeune que... Oui, il est un peu plus jeune. Il arrive après, oui. Il arrive après, mais tu sais, mais c'est au début, il y avait quelque chose qui était... Il y a certaines œuvres de jeunesse qui fait un peu référence à ça, évidemment, parce que c'était à l'époque. Mais la direction qu'il a pris après, c'est comme... c'est complètement fou. Ben, il s'est beaucoup intéressé aussi aux nouvelles technologies, en fait. Entre autres, très tôt, tu sais, vraiment tôt. Il a comme pressenti des choses. Et en ce moment, il y a une exposition à la Galerie Roger Bellemare. Oui. Ça finit dans 2 jours, samedi. Et c'est assez fascinant parce qu'on a ressorti des tableaux qui n'avaient pas été présentés à Montréal. Mais c'est ça, je les avais... J'ai vu... J'ai pas pu aller voir l'expo, mais j'ai vu les photos des œuvres. Je les ai jamais vues. Ben, il y en a un grand, en fait, qu'on avait présenté au MAC, mais les gens, en fait, je pense, là où il était situé, c'est vraiment très intéressant. Il était situé sur un mur, mais tout de suite à gauche, il y avait l'introscaphe. Et je crois que les gens étaient détournés vers l'introscaphe, qui est une sculpture multimédia, un œuf dans lequel un visiteur s'assoit et reçoit... C'est quand même pété, ça. Ça, c'est complètement pété. Et il a travaillé 2 ans là-dessus. Il s'est ruiné complètement. Ah ouais? Et il a vendu son atelier parisien. Après, il est rentré au Québec. Je veux dire, pour lui, ça a été un échec financier, mais en même temps, une œuvre extraordinaire. Puis, comme disait Olivier Asselin dans le film, justement, que tu verras peut-être, L'Atelier de mon père, c'est très, très précurseur. Parce que lui, il a comme déjà cherché à ce moment-là à faire quelque chose qui va plus loin que la peinture bidimensionnelle. Il se disait, comment je peux vraiment rejoindre? Tu sais, comment je peux toucher? Fait qu'il a fait cette œuvre qui était immersif. Fait qu'en fait, ça préfigurait la réalité virtuelle. Ah, carrément. Tu sais, c'est exactement ça. C'était ça l'expérience. Je me suis assis dedans. C'était assis dedans. Ben ouais, je l'ai essayé. Puis il y avait même, à l'époque, quand ça fonctionnait, le chaud et le froid, il y avait des tremblements. Oui. Fait que là, c'était vraiment une expérience polysensorielle. Sensorielle,
Et ben moi, en fait, j'ai fait le film L'Atelier de mon père pour essayer de comprendre, en fait, qui il avait été et s'il y avait un fil conducteur, justement, entre toutes ces périodes, toutes ces personnalités artistiques, si on veut, puis toutes ces ruptures et ces recommencements. Et ça a été extraordinaire. Ça, c'était un film que j'ai fait aussi sur 7 ans. Entre les deux, j'ai fait mon bébé. Mais, tu sais, quand même, ça a été... Et mon père était un homme très secret, très privé. Sa caverne, son atelier, c'était un lieu où vraiment il travaillait tout le temps. Ça, comme modèle de quelqu'un qui est dédié à son travail, je l'avais. Moi, j'étais des fois juste comme ça, témoin dans l'atelier. J'avais une chambre qui était une boîte de carton, en fait, dans son atelier à une certaine époque. Puis je le regardais peindre la nuit, parce que lui aussi, c'était un oiseau de nuit. Et donc, ça a donné lieu à des moments peut-être un peu marquants où, effectivement, je le voyais créer de toutes pièces quelque chose qui n'existait pas, tu sais, faire apparaître des personnages. Il a fait des personnages grandeur nature sur plexiglas. Oui, ça, je m'en souviens de ça. Tu sais, un peu pop art. Et moi, je les voyais, là, la tribu commençait à se remplir dans l'atelier. Et c'était très particulier. Tu sais, moi, j'allais dans une école, les amis avaient des parents médecins ou professeurs et tout ça. Puis moi, j'étais comme... Oh, j'avais tellement honte, en fait, à l'époque. Là. Oui. Moi, c'était Qu'est-ce qui était honteux? Ben, j'avais l'impression que mon père avait pas un vrai métier, que... En plus, sa voiture était remplie de cannes de peinture, ça sentait l'éther. Tu sais, c'était vraiment... Puis, moi, j'allais à l'école à Outremont, fait que j'étais avec vraiment des enfants de riches professeurs. Et là, quand il a commencé à enseigner à l'Université d'Ottawa, j'ai fait « Ah, enfin, je peux dire, mon père est professeur. » Ah ouais, OK. Mais après coup, j'ai vu la richesse, en fait, de la paille qui avait été mise dans mon berceau. Tu sais, je me suis dit « Ah, mais attends, c'était la leçon de liberté que j'ai eue grâce à lui. » Ça, je pense que La notion de liberté? Oui, la leçon, je te dirais, de liberté. OK. Parce que c'est peut-être ce qui le définit le mieux. C'était un être parfaitement libre. Et ça a été difficile pour lui parce que des fois, il a amorcé, mettons, une série de tableaux qui fonctionnaient bien, tu sais. Et là, les gens du milieu se disaient « Ah, ça, c'est du bon Aline, tu sais. Ça, on peut acheter ça, tata. » Et là, au bout de 10 ans, il faisait une rupture complète, partait sur une toute autre style, série. Et là, il déroutait complètement, tu sais, mettons, le marché de l'art. Ouais. Les gens se disaient... Alors qu'à côté de ça, tu avais, mettons, Jean-Paul Lemieux, qui, lui, était dans une continuité stylistique, puis tu pouvais te dire... Et comme beaucoup d'autres artistes aussi. Exactement. Il était un peu aussi, si on veut, en avant de son temps, parce qu'aujourd'hui, les artistes multidisciplinaires, ça pullule. Je veux dire, les gens explorent tous les médiums et ils ne seraient plus du tout vus comme un artiste complètement loner et marginal. Mais à l'époque, c'était quand même un peu ça. Et il en a souffert sur le plan de justement, là, de sa cote d'artiste ou du marché, avant de devenir aujourd'hui ce qu'on appelle un artiste historique qui est inscrit dans les collections muséales puis qui est un peu partout. Mais à l'époque, lui a été, moi je trouve, extrêmement courageux de faire, tu sais, de donner des coups de barre comme ça puis partir vers le vent, là où ça l'amenait, là où ça lui parlait puis là où ça l'excitait. Il fallait qu'il soit quand même excité par ce qu'il allait faire, tu sais, intellectuellement puis artistiquement. Puis je pense que moi, ça a influé aussi sur les artistes qui m'intéressent. C'est tout le temps des chercheurs. Je pense que c'est vraiment des gens qui ne sont pas assis sur une forme établie, tu sais, qui cherchent à renouveler ou à se donner même prendre des risques. Des défis. Se déstabiliser. Puis tout d'un coup, on redevient un enfant qui cherche ou qui explore. Tu sais, on redevient complètement... allumé, tu sais. Mais donc, est-ce que lui était encourageant pour tes trucs? Ça, c'est une très grosse question. En fait, mon père, pour lui, la carrière artistique, ou en tout cas le parcours artistique, c'était quelque chose qui le propulsait aussi dans des grands abîmes du doute. Et donc, c'est pas ce qu'il souhaitait pour moi, que je devienne artiste. Il aurait préféré que je fasse quelque chose de plus... Où le bonheur était peut-être un peu plus facile. Est-ce que c'est le cas pour toi et ton fils?
Non, j'ai pas d'idée préconçue du tout pour mon fils. J'aimerais juste qu'il ose faire ce qu'il veut. Qu'il se mette pas de barrières inutiles. Est-ce qu'il y a un intérêt pour l'art? Écoute, des fois, il me parle du montage vidéo, du montage, mais... c'est un art, en soi. Ça, c'est un art. Mais il étudie en histoire pour l'instant, puis c'est quelqu'un de curieux, vraiment de l'histoire, puis ça, je trouve ça fabuleux, parce que je me dis, OK, ça, c'est une base là, pour tout. Mm-hmm. Tu veux être journaliste, tu veux être écrivain, tu veux tout ce que tu sais. Donc, je sais pas du tout. Il s'intéresse aussi au japonais. Il lit beaucoup des mangas. Donc là, il apprend le japonais. Oh mon Dieu, OK. Et là, je me dis, si tu apprends le japonais, tu vas entrer dans un univers. Ça va être extraordinaire. Mais je sais pas du tout. Moi, je peux pas dire que mon père, quand je lui ai dit que j'allais aller en cinéma à l'université, ça n'a pas été évident, tu sais. Non, ça n'a pas été super bien perçu. En fait, il a vraiment fallu que je mange mes croûtes. Puis, à un moment donné, j'ai fait un court-métrage. En fait, je ne sais pas si je peux dire ça. Il m'a dit, il faut être très intelligent pour faire du cinéma. OK. Alors moi, ça m'a cassé, là, je veux dire, en deux, tu sais. Je me suis dit, OK, s'il me dit ça, c'est qu'il me trouve pas intelligente. Mais ça veut pas nécessairement dire... Ça veut pas forcément dire ça. Mais il m'a dit, il me semble que, tu sais... Et lui, c'était son rêve de faire du cinéma. Ah. Et c'est une chose à laquelle il a renoncé parce qu'il y avait trop de compromis à faire. Tout le temps. Tu sais, travailler avec des gens, les puis pas travailler avec un peu de monde. Une tonne de personnes. Une tonne de gens, de relecteurs. Il y a des problèmes. Faire un film, c'est juste des problèmes. C'est ça. C'est une course au miracle. Tu veux juste... Et un obstacle après l'autre. Ouais. C'est vraiment... Et lui, moi, j'ai beaucoup envié sa liberté, d'être seul devant son chevalet. Et d'ailleurs, il a écrit une phrase qui est très belle. Il a dit... peindre, c'est faire du cinéma en étant le canevas, l'écran, tout. Ouais. En fait, c'est vraiment omnipotent, là, tu sais. C'est vrai. Puis ça a été sa façon, puis il y a des œuvres qui sont extrêmement cinématographiques et tout ça. Mais je veux boucler parce que c'est vraiment important. Donc, il a voulu me mettre en garde, pas tant, probablement pas sur la question de l'intelligence, mais de dire que ça va être extrêmement difficile, tu sais, parce qu'il faut avoir des habilités dans beaucoup, beaucoup de secteurs, et etc. Et après coup, moi, j'ai quand même fait, à un moment donné, un court-métrage, puis je le lui ai montré quelque temps avant qu'il meure. Et là, il m'a dit, tu es cinéaste. Tu sais, t'as un œil... J'ai pensé à Tarkovsky, etc. C'est un petit film, effectivement, que j'ai fait en russe à la campagne, puis j'étais très... mais, je sais pas comment... Tes influences étaient... Mais il l'a vu, puis... et il m'a écrit, en fait, quand je suis partie faire la course. Donc, moi, tout de suite après l'université, je suis partie faire la course. Ouais. Donc, je venais de faire un bac en cinéma. Je voulais faire de l'archéologie, de l'anthropologie, tout ça. Puis finalement, je suis partie faire la course. Et quand j'ai fait la course, c'était très charmant parce qu'au tout début, les seuls appels que je pouvais faire, c'était effectivement à mon père, ma mère, les gens ici. Et mon père me disait toujours, est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors? Est-ce que tout ça? Et au bout de quelques semaines, il me demandait plus du tout ça. Il commençait à me commenter mes films et à me dire, bon là, j'ai l'impression que tu as été un petit peu paresseuse là-dessus, puis ça, non, mais ça, c'était beau. Et là, des fois, je disais, oui, mais c'est parce que je suis archi fatiguée, là, j'en peux plus. Mais il suivait tes trucs. Là, il suivait attentivement, puis tout d'un coup, il devenait un interlocuteur à ce que j'étais en train de devenir, et c'était effectivement de développer un regard artistique ou de développer une perception du monde qui appartient aux gens qui décident d'être artistes. Et donc, là, il validait quelque part que j'avais un regard. Et quand je suis revenue, après ça, pendant 10 ans, j'ai essayé de faire des films, etc. J'ai fait pas mal de choses. Puis là, il est mort. Et quand il est mort, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait écrite du temps de la course. Une très, très belle lettre que j'ai jamais eue. Et si je l'avais eue, je me serais épargné 10 ans de thérapie. Mais c'était une lettre dans laquelle il me disait « Tu fais partie des artistes. Ta vie sera sans doute difficile. » Parce que, forcément, tu vas plonger dans des abîmes de découragement, de doute et tout ça. Mais elle sera d'une infinie richesse.
parce que c'est extraordinaire d'avoir un médium pour retransmettre ce qu'on perçoit du monde et de se pouvoir, tu sais, canaliser le questionnement qui nous habite. Et c'est une lettre tellement belle, là. Et là, je me suis dit, pourquoi il ne me l'a pas donnée avant? Mais ça aussi, ça a contribué, je pense, à me dire, vas-y, tu sais, suis tes intuitions. Et ça a été donc très libérateur, très fabuleux comme approbation ou comme, c'est ça, comme une espèce de rite de passage, là. Mais je dois dire que c'était un personnage qui était plus grand que nature, tu sais, comme pour quelqu'un qui veut devenir cinéaste, quand tu as un père, c'est ça, artiste qui a fait d'ailleurs un film dans l'Introscaf, il y a un court film qu'il a fait lui-même, qu'il a monté lui-même, il avait construit la salle de montage lui-même. Là, à un moment donné, je me dis, OK, c'est dur à accoter ou à... Ouais. Mais maintenant, en tout cas, depuis son décès, c'est sûr que je compte, chaque jour, je me dis... Quand j'ai fait l'exposition que tu as vue à la Maison de la Culture Frontenac, Mont-Royal, là, j'avais vraiment des œuvres d'art dans une galerie, alors que pendant des années, je me suis retenue de ça. J'ai toujours fait de la photographie depuis l'âge de 10 ans. Et puis après, j'ai jamais osé me dire, moi, je pourrais exposer des choses sur des murs. C'est comme si ça lui appartenait. C'était son univers. OK. Moi, j'avais mon domaine qui était le cinéma, l'écran, tout ça. Et là, je me suis dit, quand son atelier s'est fermé, quelque part, le mien s'est un peu ouvert. Ouais. Et quand j'ai fait cette première exposition-là, j'aurais tellement aimé qu'il puisse être là. Tu sais, je me disais, wow, là, je viens de franchir un grand pas de vis-à-vis de moi-même, là, tu sais, d'arriver à sortir des choses. En plus qu'effectivement, il y avait tout un travail plastique que j'explore. Puis ça m'a permis peut-être ça aussi de passer aux arts visuels. C'est une façon de redevenir une créatrice émergente, puis d'être dans la découverte, tu sais. Puis je pense beaucoup, j'ai deux espèces d'icônes là, dans ma vie qui sont Agnès Varda puis Chantal Akerman, 2 femmes cinéastes qui ont toutes les 2 fait beaucoup d'art visuel par la suite. Oui. Je pense qu'aussi parce que, comme moi, à un moment donné, pour que le geste soit plus rapproché de l'idée, les arts visuels, c'est des choses que tu peux faire toi-même dans ton atelier. Il n'y a pas des délais d'attente de financement de fou. Non. Et donc, toutes les 2, je pense que c'était des machines à idées et elles avaient trop besoin de concrétiser des idées plus rapidement que les films pouvaient le faire. Fait que c'est ça, c'est des modèles. C'est des femmes où je me dis, ça, c'est des femmes qui ont écouté beaucoup leur intuition et ça me guide, je dois dire. Là. Je me dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup de modèles de femmes tant que ça. Là. Dans le milieu, non. Pas encore, mais c'est en train de se construire quand même. Beaucoup. Puis des cinéastes aussi, énormément. En France, il y a beaucoup de cinéastes fortes là, qui font... Ouais. Puis, donc... moi, je me suis jamais considérée, là, c'est une bombe, là, que je me suis jamais considérée féministe, parce que je me disais, je fais abstraction de ça. C'est-à-dire que pour moi, je vais faire ce que j'ai à faire et je ne considère pas que le fait d'être une femme est un obstacle. Ça fait pas partie du paysage. Aujourd'hui, j'ai longtemps pensé ça, puis je pense qu'effectivement, j'ai fait ce que j'avais... J'ai pu faire ce que je voulais faire. Mais maintenant, je considère que là, avec toute la diversité des genres, etc., il y a d'autres réflexions, c'est beaucoup plus complexe. Là. Mais est-ce que... Puis c'est une très bonne question. Est-ce que tu as senti que le fait que tu étais une femme, à un certain moment dans ton parcours, a ralenti ton rythme ou quelque chose? Biologiquement, oui. Oui, le fait que j'ai dû m'arrêter, tu sais... Mais pas biologiquement, je pense, pour les opportunités ou... écoute, vraiment, l'exemple, c'est que quand on est allé faire Cosmos, Denis Villeneuve était avec nous. On est allé présenter le film à Cannes. Sa blonde était là avec leur premier enfant dans ses bras, le bébé. Okay. Et lui, il a fait 3 enfants, 3 films, coup sur coup. Et je veux dire, moi, je pense que oui, ça a ralenti parce que j'avais aussi envie de faire des films, mais quelque part, je négociais l'idée de faire un enfant, etc. Puis c'est sûr que ça arrête. Okay. Et je pense que la question de la maternité, juste par des fois des moments où
tu sais, j'hésitais, tu sais, il y a comme... C'est un énorme investissement là, de se dire, OK, moi, là, je vais faire un enfant, je vais être 9 mois enceinte, après ça, je vais avoir un bébé, je veux être là, je veux pas l'abandonner tout de suite pour repartir sur des projets. Donc, tu sais, ça c'est une chose que j'ai trouvé quand même, oui, ça a un impact énorme. Ça a un impact, oui. Énorme. Puis, au niveau des chances puis des opportunités, moi, je pense que quand tu m'as décrit comme une optimiste, j'ai beaucoup cherché des façons. Je pense que je suis une scout, là, tu sais, si on peut pas passer à la rivière, je vais trouver un arbre, je vais le pencher, puis je vais me faire un pont. Fait que j'ai contourné les grands murs qui s'érigeaient, puis ça a influé beaucoup sur ce que je faisais. C'est-à-dire qu'Impetus, c'est un film que j'ai tricoté sur 5 ans parce que j'avais mon petit enfant et que je voulais réserver du temps et que tourner en plein de petits blocs, c'était beaucoup plus facile pour moi que de bloquer, tu sais, un tournage de long métrage où tu disparais pendant 6 mois. 6 mois, j'inclus tout. Non, là. mais tout le processus. Là. Mais, tu sais, et donc, je me disais, bon, ben là, je peux les documentaires, j'ai fait plus de documentaires parce que c'était conciliable avec une vie de jeune mère. Ouais. Ça, c'est certain, à ce niveau-là, que ça a ralenti probablement une carrière de fiction. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as-tu des regrets? J'essaie de ne pas avoir de regrets et surtout, j'essaie de ne pas avoir de remords. C'est-à-dire que... Ouais, c'est très différent. Très différent. Donc, j'essaie de saisir et de prendre ce qui passe et de me dire... au pire, je me plante, mais j'essaye. Et ça fait en sorte que j'ai des regrets. Oui, c'est sûr qu'on en a des regrets. C'est comme par la force de la vie. Ma mère a été malade à une époque où moi, je m'enlignais pour partir vivre en France, essayer de faire une maîtrise en ethno-cinématographie. J'avais tout prévu, etc. Puis j'ai pas pu faire ce déracinement-là que je... Ça, j'avoue que c'est une chose qui manque à ma vie. J'aimerais ça me déraciner, vivre ailleurs. Ben avec ton fils qui est grand, et avec Henri, vous pourriez vous offrir un temps ailleurs pendant un petit temps, je sais pas, en Islande. Oui, c'est ça, quelque chose d'extrêmement dépaysant, exotique. Puis, tu sais, je m'intéresse beaucoup aux gens qui viennent d'ailleurs. Et ma mère, elle est une immigrante, elle a quitté la Suisse. Elle a vécu 15 ans à Paris, puis ensuite elle est venue, elle a immigré au Québec pour suivre mon père en 71. Elle est arrivée dans un Québec qui n'était pas du tout celui d'aujourd'hui, là. Et je l'ai vue, tu sais, avoir une sorte de fracture entre le pays qu'elle quittait, le pays qu'elle devait adopter. Et ça m'a probablement beaucoup sensibilisée à ça. Mais moi-même, je me suis longtemps sentie apatride parce que j'ai comme été élevée par une Européenne. Et moi, j'avais pas ça à Noël, des sandwichs pas de croûte, là. Tu sais, je connaissais pas ça. Fait que quand les gens me disaient, ben oui, c'est ça. Puis là, j'étais là, ah non, nous, on mange des flageolets à Noël. Tu sais, c'est comme... Et là, je me disais, j'ai pas l'air d'une minorité visible, mais en fait, dans la demeure, dans la maison, dans l'intimité, c'était autre chose. Il y a beaucoup d'aspects où tout d'un coup, moi, je me sens très proche de certaines personnes qui viennent d'ailleurs à ce niveau-là. Mais quand j'arrive en Europe, je me dis, ah ouais, attends, je suis complètement nord-américaine. Tu sais, je suis pas... oui, hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, je suis très... C'est drôle, ça. C'est drôle, ouais. Bon, on s'en rend compte, c'est ça. Ça nous frappe. Quand on bouge, ouais, c'est ça, on est juste les vêtements, juste comment on est fringué. Tu arrives quelque part, puis tout le monde te regarde, puis ils font « Ah! Ouais. Des Américains. » Oui, c'est ça. C'est instantané. On est dans le confort. C'est plus mou. Quand je vais en Italie, à chaque fois, je me dis ça, on n'a pas de bon sens. Ah oui, c'est ça. Oui, mais nous, il fait froid, là, aujourd'hui. Oui. Comment tu veux t'habiller? Je sais, mais tu arrives là-bas, tout le monde est bien mis. Ouais. Tout le monde est bien mis. Ouais. C'est incroyable. Puis à chaque fois que j'y vais, je ramène toujours 1 ou 2 morceaux de vêtements beaux, là, chics. Mais là, les portes-tu ici? Oui, je les porte pour des occasions spéciales. Oui, c'est ça. Moi même. aussi, quand je suis à Paris, je me dis, je m'achète une robe. Puis c'est des robes que je vois les filles porter pour aller au bureau, là, tu sais. Puis là, je me dis, moi, chez nous, je vais le porter, dans une soirée. Vernissage. Oui, c'est ça. Puis après ça, rendu au vernissage, je me dis, je vais pas me surhabiller, là, tu sais, être overdressed. Fait que finalement, je la mets pas. Mais ça, c'est une erreur qu'on fait. On devrait jamais donner d'importance
à l'occasion d'un vêtement. T'aimes le vêtement que t'as acheté, porte-le tout de suite. Il y aura, c'est ça, l'événement, c'est de le porter. C'est ça, l'événement. Ouais. C'est de te sentir beau, belle, whatever. Ben oui, t'as raison. Tu sais, c'est comme, hey, aujourd'hui, il fait moche. Exact, je mets une robe rouge. Je vais mettre ma belle robe, puis je vais aller me promener, puis c'est pas grave, tu sais. En tout cas, hey, on est rendu à la prescription. C'est vrai? Yeah. J'en ai plusieurs. Oh yes. Oh wow. OK. On a une belle pile aujourd'hui. Alors, c'est parti. On a une pile. J'aime ça. Écoute. Ah, puis écoute, c'est la première fois que je vois quelqu'un amener les objets en soi. D'habitude, les gens le disent à haute voix, puis là, après, je vais faire la recherche. Mais là, j'ai devant moi la prescription en matériel. J'ai pas tout. Il y a un film que j'ai pas, mais j'ai les CD parce que moi, j'achète encore des CD. J'ai aucune banque musicale. Tu me rassures tellement, là. Parce que ça, je suis tout en processus de... Est-ce que je fais des copies physiques de... Je fais un disque là, solo, duo, puis là, j'ai comme pris la décision finalement de le faire. Je vais l'imprimer. Ah, s'il te plaît. Ouais. Moi, j'ai mes CD, je les traîne dans l'auto, je les traîne partout. C'est bon, ça. Parce que c'est ça. C'est vraiment des amis, hein. À un moment donné, là, moi, je m'y réfère tout le temps, puis j'ai besoin d'aller réentendre une pièce. Ça, c'est... alors, la première, c'est un disque que Henri, d'ailleurs, mon chum m'a offert. En fait, il me l'a juste prêté pour me le faire écouter, puis quand il a vu qu'il jouait en boucle pendant des mois, il a dit, écoute, garde-le. Et c'est un disque de flûte, c'est Claire Guimond qui joue Téléman, et c'est carrément la fantaisie numéro 10 qui joue en boucle. Et ce disque-là, je ne sais pas comment expliquer l'effet qu'il m'a fait, mais c'est comme si c'était de la lumière ou comme un jardin éclairé par une lumière du matin. Et il me fait un effet physiologique, là. Quand je le mets, là, tout d'un coup, je sens tout mon corps. Et c'est un disque qui m'a carrément inspiré, en effet, tout un film. Wow. Pendant la pandémie, j'ai écrit au début un scénario qui se passait en Italie. Alors, c'était un peu mal choisi comme pays parce que ça partait de là. Et le producteur m'a dit, c'est impensable là, d'aller tourner en Italie. Fait que là, il est un peu sur une tablette, mais je rêve de le faire. Et ça a été ma découverte de la flûte aussi, cet instrument que j'écoutais pas. Puis je pense qu'on s'est d'ailleurs parlé parce que tu m'avais donné comme référence Ariane Brisson. Oui, genre Ariane. Mais oui, tu m'avais demandé... Pour un spectacle projet, que je montais, exactement, de Nancy Houston. Et puis, elle était sur scène, Ariane, elle faisait une sorte de... Ah, puis elle m'avait écrit un long email pour me remercier de l'expérience. Elle avait trippé au bout de faire ça. Ben, elle était seule sur scène avec Pascal Bussière pendant 1 heure. C'était quand même pas mal. Pas désagréable. Et puis c'était magnifique, le spectacle. Puis en fait, la flûte, c'est ça. Donc, je suis devenue une fanat de flûte. Et tu sais, là, je suis allée entendre Emmanuel Pahud récemment. Oh my God! Ça, c'est un autre niveau, là. Oui, c'est ça. C'est comme... il peut faire n'importe quoi, n'importe quand. C'est comme un ménestrel, là, tu sais, total. Complet, total. En tout cas, c'est impressionnant. Puis la flûte, c'est un instrument du souffle et ça me bouleverse parce que c'est presque une voix. J'ai vraiment l'impression que j'entends le corps de la personne. Je sais pas si... moi, ça se peut que j'en écoute beaucoup les prochains temps. Mes 2 filles, parce que j'enseigne le violon à mes 2 filles. Ouais. Les 2 filles m'ont clairement dit qu'ils n'aiment pas le violon. Puis c'est correct, c'est la vie. Hein? Ouais. Puis j'avoue que c'est pas si le fun que ça quand tu commences. Puis là, les 2 ils ont dit, on va arrêter. Là, je fais OK, mais j'ai dit, il faut faire un peu de musique. Là. J'ai dit, vous savez lire la musique, c'est un langage. Jusqu'à secondaire 1, il faut faire de la musique. Après, si vous voulez arrêter, c'est correct, ça ne me dérange pas. Puis là, ils ont fait, on va faire de la flûte. Donc là, les 2... La flûte à bec? Non, flûte traversière. Les 2? Les 2 veulent faire la flûte traversière. Donc là, je pense que ça va flûter. Ça va jouer. Ça va flûter dans la maison. Ouais. Donc, OK, excellent, Claire Guimond. Donc, Claire Guimond. Oui.
Et c'est drôle parce que j'ai beaucoup comparé toutes Moi, je fais beaucoup ça, là, d'écouter toutes les autres interprétations d'une même pièce. Oui. Et je reviens toujours à elle. Il y a quelque chose de... Cool. Ouais. Quand je disais que j'aimais les chants qui cherchent, ben en fait, là, le deuxième, c'est Édouard Ferlet. Que je connais pas. C'est un pianiste français qui est quelqu'un qui aussi cherche beaucoup à renouveler la forme. Et il a fait un disque qui s'appelait Think Back. OK. Où il dialogue, en fait, avec le Bach, le clavier bien tempéré. Oui. Il reprend les pièces, mais il jazz, il improvise à l'intérieur, il se promène, c'est absolument extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui me l'avait présenté. Et à un moment donné, j'étais en France, puis je savais qu'il faisait un concert près de Montpellier, dans les montagnes, dans les lacets, là, tu sais, dans une chapelle, dans un petit village. Puis c'est devenu le but d'une expédition de mon voyage. J'étais avec mon petit garçon qui avait 6 ans. Et j'ai dit, écoute, Mathis, ça va être notre but. Ça va être notre trésor. On va aller entendre ce concert. Tout petit, une micro-chapelle. Et ça a été fabuleux parce que là, c'était pendant 1h30. C'est un concert qui peut faire penser au concert de Keith Jarrett. Là. Ah, OK, oui. Concert. Il part, c'est instrumental, il est tout seul au piano. Silencieux, là, les gens écoutent attentivement. Ouais. Puis lui, il est là, puis il entre en transe. Là. C'est absolument fabuleux. Là. Wow. Oui, ça, là, en tout cas, je trouve que c'est à découvrir. Là. OK, Édouard Ferlet. Je vais regarder ça. Et en ce moment, il vient de sortir un nouveau disque qui s'appelle Pianoïde. Il fait du piano préparé, tu sais. Fait qu'il entre toutes sortes de bidules dans son piano, transforme le son, fait des dissonances. C'est vraiment... Oui, je vais regarder ça. C'est très cool, ça. Ouais. Excellent. Puis, mon père était un fou de jazz. Donc, j'ai grandi en écoutant du jazz. Ouais. Toute petite, là, ça a complètement bercé toute mon enfance. Puis, c'est devenu la musique... c'est peut-être la plus rassurante que je peux écouter quand j'entends du jazz. Et ça, c'est un disque de Cannonball Adderley, Something Else. Et ce qui est un peu drôle, c'est que ce disque-là, c'est comme... moi, je trouve que c'est la quintessence là, du jazz cool. OK. Il y a Miles Davis, Art Blakey. C'est un disque de 1959. Et on s'est rendu compte avec Henri, qui est mon chum né en 59, que c'est vraiment une année bénie pour le jazz. Là. C'est Kind of Blue, c'est tous des disques. Là, à chaque fois qu'on voit un nouveau disque, on est comme « Ah, c'est 59, ça n'a pas de sens. » Fait que ça, c'est... N'importe quand tu vas pas bien, tu remets Something Else. Tu remets ça, puis c'est fantastique. Réglé. OK, cool. Je connais même pas ce disque-là. Là, c'est fabuleux. Je peux pas te le donner parce que Non, mais je vais... Inquiète-toi pas. C'est très trouvable. Oui. Ben oui, c'est très trouvable. Je fais une petite liste. Excellent. J'ai droit à combien de trucs? Comme tu veux, regarde. Vas-y, continue. Je vois qu'il y a encore des objets ici. Oui, c'est ça. Bon, le dernier objet, c'est Christian Zimmermann. Mais oui, mais ça, j'en avais parlé à la radio de ce disque-là. Ah ouais, ça c'est pas pire, ça. Fait que c'est les sonates de Schubert. Ouais. Et, qui étaient comme les 2 dernières de Schubert, si je me souviens bien. C'est ça, des 59, des 60. Exact. Ouais. Puis c'est... j'ai jamais entendu une interprétation comme ça. Puis j'ai lu tout le coffret où il dit qu'il est allé au Japon puis qu'il est maniaque de l'enregistrement, là, tu sais. Ah non, c'est un personnage, là. Ça, lui aussi, c'est plus gros que nature, là. Ouais, c'est ça. Je le connais pas du tout. Il voyage avec ses pianos. Il voyage avec ses pianos. Déjà, ça, c'est... Personne fait ça. Il vient plus jouer en Amérique parce qu'un jour, il avait fait... quand il venait ici, il faisait livrer un piano, puis le piano était bousculé, il était comme cassé, puis il a fait « Ah, je viens plus en Amérique, fini. » Là, maintenant, il faisait des concerts juste en Europe, et il part avec son camion, là. Il amène son piano, là. Puis il y a un assistant qui l'aide. Après, il l'accorde tout. Écoute, qui fait ça? Il y avait Martha Argerich, à un moment donné, j'avais entendu qu'elle faisait livrer des pianos, mais lui, c'est carrément... il est dédié à la cause de faire le son le plus parfait qui maîtrise, à l'image, qui contrôle. Ah ouais, c'est ça. L'inverse absolu d'Alexandre Tarot, qui n'a même pas de piano. Pas de piano, puis c'est parce qu'on l'oublie, c'est la dure réalité d'être pianiste, c'est que les soins sont différents à chaque fois. Ouais. Chaque salle que tu fais. Au Japon, Charles Charamé était venu à l'émission puis il avait dit les meilleurs pianos sont au Japon. Ah ouais? Il a dit les salles de concert et les pianos n'ont aucun sens. Il dit toutes les salles sont extraordinaires. C'est comme impressionnant, ça. Ouais. Alors, mais Zimmermann, c'est ça. Donc, cette sonate-là, que elle aussi, tu vois, je m'en servirais pour carrément décrire
parce qu'il va chercher des fois des petites dissonances, des petits... Ouais. Tu sais, des petits... Il joue avec le rythme, puis je sais pas, je trouve qu'il épure complètement toute la sentimentalité de cette pièce-là. Puis là, il va dans quelque chose qui est un ça peu... émane quelque chose de nouveau. Là. Ouais. Comment? Fait que moi, ça me bouleverse aussi beaucoup. Super. Là, je vois que tu as un film. Oui, j'ai un film. OK, ça, je suis curieux. Fait que ça, ouais, un film qui est un peu obscur aussi. Un film qui est américain, ça s'appelle Wanda, de Barbara Loden. C'est un film de 1970. Mais c'est pas un film qui vient d'être classé, qui a été reclassé dans la grosse liste. Oui, il est tout le temps ramené à... Parce qu'en fait, c'est ça. C'est un film indépendant qui a été réalisé par cette femme-là, Barbara Loden, qui était l'épouse d'Elia Kazan. Oui. Et qui était une comédienne. Puis, ce qui est vraiment fabuleux, c'est qu'en fait, elle est un peu la Casavette, la John Casavette femme, même si elle a fait qu'un seul film. Okay. Et c'est un long métrage qu'elle a tourné avec presque rien, avec une équipe de 4 personnes. Okay. C'est cinéma vérité aussi, puis c'est surtout beaucoup d'improvisation. Et c'est ce qui est troublant, c'est qu'elle incarne le rôle principal aussi, qui est une femme apathique. Une femme qui n'a pas de drive. OK. C'est comme une sorte d'anti-héros complet. Et c'est une femme qui erre, qui est dans une sorte de longue errance. Elle quitte tout. Elle quitte son chum, ses 2 enfants. Et elle part. Et ça se passe dans des paysages de Pennsylvanie, dans des mines d'anthracite. Et finalement, elle s'acoquine avec un voleur de banque. Et ça devient une espèce de pseudo-film noir. Mais c'est pas ça qui est intéressant. C'est que elle met en scène un personnage qui ne sait pas du tout où elle s'en va, qui erre, qui se laisse porter par le hasard. Et moi, ça me touche beaucoup parce que je trouve que à notre époque, on évacue beaucoup le hasard, tu sais. On sur-mesure, on calcule tout, on prévoit tout, la météo, tout. Tu sais, on a là nos téléphones intelligents. Marche même pas. Ça marche pas. La météo, vie va toujours être plus forte. La météo, c'est l'affaire qui me rend le plus dingue. Là. Ça marche pas. Et là, ils disent non, ça marche, c'est que ça vient d'être annoncé. Oui, mais il y a 5 minutes, vous disiez l'opposé. Oui, puis tu sais, les gens défont leur plan parce qu'ils ont vu qu'il allait pleuvoir. Ah, là, on sortira pas. Vas-y. Tu sais, on sortira pas, il y a de la pluie. De quoi? C'est ça. Non, sors. Prends ton imperméable, c'est pas grave. Fait que ça, c'est un film très puissant, très fort, très troublant sur cette femme. Ça, peut-être que ça parle aussi à ces personnages de femmes, comme chez Agnès Varda, Antoine Ilois, avec Sandrine Bonner. Je pense que j'aime bien des êtres qui sont dans des moments de leur vie qui échappent, en fait, qui leur échappent. Et c'est important, ces périodes-là où tout d'un coup, on se reconstruit, on est un petit peu égaré, et il y a un moment où on va retomber sur un chemin, mais pour le moment, on est... on est sur la route de côté. Mm-hmm. Et on peut découvrir des choses fabuleuses sur la route de côté. On a besoin d'aller complètement d'accord. Faire des tours là. Donc ça, c'est un beau film. Yes, excellent. Puis tout le cinéma des années 70, on s'entend, américain, hallucinant. C'est drôle, j'en parle avec mon grand ami Georges Privet. Lui puis moi, on en parle souvent. On dit à quel point que ces années-là du cinéma, ça n'a pas été topé. T'sais. Non. C'est vraiment les grandes années où est-ce que les gens essayaient des trucs. Exact. Vraiment. Ouais. Des fois, ça marchait, des fois, ça marchait pas, mais souvent, ça marchait. Oui. C'est ça qui arrive, tu sais. C'est puis ça. c'est un peu... Ouais, non, puis évidemment, on n'arrête plus de le dire, là. Ah, ce film-là des années 70, on pourrait pas le faire aujourd'hui. Mais ça, c'est vrai, là. C'est vrai. Pour beaucoup, beaucoup de raisons. Puis en plus, ce qui est bizarre, c'est que on a maintenant des appareils beaucoup plus, portatifs, c'est plus léger. Puis même, je parlais de ça avec Michel Brault avant qu'il meure. On avait eu une très longue conversation pendant 3 ans. Quelque chose d'assez fabuleux. Ah oui? Et il me disait, toi, t'arrives au bon moment. Toi, là, les petites caméras vidéo, là, c'est la liberté. Tu peux partir faire ton film avec rien. Puis il m'avait dit, reste artisanal. Attends pas d'avoir des millions. Va. Ouais, les technologies sont là. Tu peux te le permettre aujourd'hui, je veux dire. Ouais. Moi, ça me... C'était qui, donc? C'était-tu le film... J'en ai parlé l'autre fois. Tangerine? Ah oui, Tangerine avec les iPhones. Ouais, premier film fait avec des iPhones de A à Z. Incroyable. Complète. Puis tu le regardes aujourd'hui, ça passe.
Ça puis passe puis sans la direction problème. photo est hallucinante. Elle est super bonne. Ouais, Ça n'a pas de bon sens. Ah oui, totalement. Totalement. En tout cas. Mais donc, là, il y a des livres aussi. Ben, là. il y a des livres, Oui. oui, c'est ça. Parce que retour à la lecture. Puis, alors, un auteur qui s'appelle Sylvain Prudhomme, OK. qui est, malgré son nom, qui pourrait être tout à fait québécois, et français. OK. Et moi, je l'ai découvert par un recueil de 13 nouvelles, 12 ou 13 nouvelles, qui s'appelle Les Orages. Et lui aussi, tu vois, c'en est un qui décortique ou scrute des moments de la vie ordinaire, mais qui sont des points de bascule pour des personnages. Puis il va avec beaucoup de douceur et une écriture très, très limpide, très clairvoyante, en fait. Il va nous faire partager des moments de vertige chez des gens. Des fois, il va dans l'intimité d'un couple ou il va sur des parents, dans leur rapport à leur enfant, etc. Ou toutes sortes d'autres histoires entre deux voisins. C'est très beau parce que c'est des très courtes nouvelles. Puis ça, j'aime bien ça parce que à un moment donné, tu dis, OK, ben ce matin ou ce soir, je lis ça. Puis tu fais le tour du récit. Ouais, c'est c'est un petit moment complet. Et c'est vraiment une sublime écriture aussi. Là, OK. très... Parfait. Ouais. Et puis c'est lumineux. Et puis la dernière chose, ben ça, c'est ce que je lis vraiment ces jours-ci. Oui. Hélène de Billy. C'est un livre qui s'appelle Riopelle et moi. Et c'est assez audacieux d'avoir ajouté le « et moi », mais c'est parce qu'Hélène de Billy, c'est une journaliste, écrivaine, qui a écrit, qui a commencé beaucoup dans sa carrière par un projet colossal qui était de faire la biographie de Jean-Paul Riopelle. OK. Qui n'existait pas. Donc, elle est partie pendant des années. Elle l'a suivi, elle a fait des recherches. OK. Et là, 25 ans plus tard, après donc la publication de cette biographie qui a été comme validée comme étant la biographie. Là, Disait officielle. Oui, exactement. Et là, elle était restée avec un sentiment peut-être d'inachèvement. Et là, elle a travaillé donc ces dernières années à réécrire cette biographie en y ajoutant sa recherche. Et là, donc, on a comme des petits passages où on est avec elle, avec cette jeune femme-là, et comment elle le perçoit, et comment... tout son regard, puis c'est très fin, et je trouve que c'est vraiment de l'histoire de l'art. C'est-à-dire que la biographie officielle, bien sûr, c'est les faits, c'est tout ce qu'on veut connaître pour comprendre cet artiste-là, mais après... Tu sais, l'histoire de l'art, elle se transmet beaucoup aussi par des rencontres, elle est faite de ça. Tu sais, un artiste existe parce qu'un galeriste le remarque ou etc. Puis là, elle enrichit vraiment le parcours d'un parcours qui est très personnel avec cette œuvre-là. Et moi, ça me touche parce que quand j'ai fait l'atelier de mon père, c'est sûr que je me suis beaucoup questionnée sur est-ce que j'applique mon regard? Est-ce que moi, je qualifie les œuvres de mon père? Je ne suis pas une historienne de l'art. Et j'avais présenté le film en France. Et un jour, un grand historien de l'art m'avait dit, après ma petite présentation, il m'avait dit, vous dites que vous n'êtes pas une historienne de l'art, mais vous l'êtes vraiment. Parce que vous entrez profondément dans cette œuvre-là. Donc, vous faites le travail d'un historien de l'art. Et là, ça m'avait beaucoup rassurée. Et je trouve qu'elle fait ça. Elle entre vraiment dans sa propre compréhension de cette œuvre-là. Est-ce que tu l'as terminé? Non. OK. Mais j'étais curieux, est-ce qu'elle fait mention, est-ce qu'elle est allée à l'île aux grues, toute cette période-là? Oui, c'est mentionné? Tout ça, ouais. Ah, OK. Hey, mais non, mais là, ça, c'est... il y a pas une fête des mères qui arrive bientôt. Ah, là. écoute. Ça va être un pas pire cadeau, ça. C'est un magnifique livre, puis je trouve qu'en fait... Tu sais, c'est un grand personnage de notre histoire, Riopelle. C'est hallucinant. Il est là à Paris, dans l'atelier avec Matisse, c'est quelqu'un qui a eu un rayonnement qu'on mesure pas du tout ici, là. Mais c'est majeur. Puis elle en fait une histoire qui est captivante. Là. Moi, je tourne les pages, je veux dire, c'est fascinant. Donc on devrait tous lire ça, connaître un de nos grands personnages. Écoute-moi, c'est parce que mes beaux-parents, ils ont une maison à l'île aux grues. Puis ils ont connu Riopelle. Ouais. Ils l'ont connu, puis tu sais, l'île aux grues, c'est tout petit. Là. C'est tout petit. 215 habitants. C'est qui tes beaux-parents? Non, mais c'est les parents de ma blonde, ils ont un chalet, là, en fait, qui ont construit, il y avait un terrain.
Mais tu sais ça, il me racontait que quand Riopelle venait, faut aller par le traversier, puis il venait avec son corbillard. Il se prenait avec un corbillard. Ah oui! Ouais, c'était assez grand pour mettre les tableaux. Ben oui, les tableaux c'est ça. dedans, ben là, c'était l'espèce La de station wagon. qui se promenait sur l'île. Puis je pense qu'il était comme apparemment ami avec les chasseurs. Puis tout Ben ça. oui, Puis il chassait beaucoup. les lois là-bas, puis tout ça. Mais tu sais, quand même, ça vient d'un lieu. Là, mais Ben là, pas... le manoir, il habitait dans un manoir que sa dernière femme continue d'habiter, mais là, ils vont construire un petit musée. Oui, je sais. Sur l'île. Ça, c'est très cool. Es-tu déjà allé là? Oui. C'est vraiment joli. Ah oui, c'est magnifique. C'est vraiment beau. Vraiment le fun. Puis il y a du bon fromage. Donc, oui. Le fromage de l'île. Écoute, c'était tellement le fun que j'ai envie de dire que c'était une première partie parce que moi, quand ton film sera terminé, sorti, quand il y aura la sortie, tu reviens. C'est dans un bout, mais c'est long. Tu reviendras. On va faire un constat de qu'est-ce qui s'est passé, puis on mettra les pendules à l'heure. Ben tellement, avec une immense joie, parce qu'effectivement, c'est touffu. Ben oui. C'est tellement agréable de parler longtemps. Ben oui, puis de prendre le temps, mine de rien, ça fait juste une petite heure et 20 qu'on jase, donc c'est pas super. C'est super. Excellent. Hey, merci infiniment. À bientôt. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.